m'a été présenté d'une façon un peu originale. C'est que, comme vous le savez, je suis réalisateur aussi, et que ces dernières années, j'ai passé beaucoup plus de temps à réaliser, à écrire des scénarios qu'à jouer. Je jouais épisodiquement, comme je dis, chez les copains, parce que j'avais envie de tourner dans des conditions qui m'intéressaient, des personnages que j'avais envie de défendre, et la plupart du temps, c'était des gens que je connaissais déjà, des amis réalisateurs qui me proposaient des films, du coup, j'y allais avec grand plaisir. Et donc cette série, en fait, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a maintenant presque 3 ans, et on m'a approché pour réaliser la série. Et c'est vrai que sur cette série, il y a beaucoup de réalisateurs qui font du cinéma aussi, qui font des téléfilms et qui, entre 2 longs métrages ou entre 2 téléfilms, viennent réaliser quelques épisodes de la série. Donc c'est comme ça qu'on me l'avait présenté. Et j'étais d'ailleurs partant pour le faire. Et voilà. Et quand j'ai rencontré donc, le producteur Thomas, que je connaissais auparavant, Thomas de Mathéis, évidemment on a évoqué la réalisation, c'était la première des questions. Et on était raccords tous les deux sur le fait que je puisse réaliser quelques épisodes de la série, en tout cas au début de la série. Et puis j'ai croisé et revu Johanna Delon, la directrice de casting à ce moment-là, qui m'a proposé de lire quelques lignes d'un personnage. Et les quelques lignes de ce personnage sont devenues Julien Bastide. Je pense qu'au début, j'en parlerai un jour avec Johanna, avec qui j'ai beaucoup d'affection, mais je pense qu'elle avait quand même une idée derrière la tête au départ. Voilà. Et moi, j'ai tout de suite dit à Johanna, tu sais, elle me dit, je sais, Jérémy, tu vas réaliser, donc tu ne pourras pas avoir un rôle très important sur la série. Et de fil en aiguille, je suis revenu pour des essais, et puis on m'a proposé le rôle de Julien Bastide. Voilà. Mais c'était pas prévu. En tout cas, c'était pas prévu comme ça. Et voilà. Et quand j'ai découvert le personnage, ce qu'il représentait, son attachement à ses enfants, l'aspect de la transmission était très important pour moi. Et c'est vrai qu'on le retrouve dans mes films aussi, dans ce que j'écris, la transmission, le côté transgénérationnel père-fils est très important pour moi. Donc cet enfant que j'allais adopter au bout de quelques épisodes et reconnaître, plus cet enjeu familial fort et ce dilemme, on va dire, sentimental, amoureux qu'il pouvait vivre, tous ces enjeux forts me faisaient dire que j'ai pas réfléchi beaucoup et j'avais très envie d'incarner ce personnage de Julien Bastide et de défendre ça, voilà, et de défendre ses failles, ses faiblesses, ses moments d'hésitation aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait avoir un côté un peu gendre idéal au premier abord et qui finalement se débat dans beaucoup de choses. Il se débat avec sa mère, qui est pas très simple à gérer, mais qu'il a élevé seul. Il se débat donc dans ces 2 histoires sentimentales qui ont compté pour lui. Et il se débat avec l'adoption de cet enfant qu'il doit justement aussi intégrer à sa famille où il a déjà des jumeaux. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer, plus une nouvelle boîte qui reprend. Il y avait des choses à régler, quoi. Comme on le dit, et tu le sais Karim, au cinéma ou dans un scénario, sur un film, il y a 3 écritures. Il y a l'écriture du scénario, il y a le montage du film, il y a le tournage du film et il y a le montage du film. Donc ces 3 écritures sont complètement différentes. Et c'est vrai que moi j'écris aussi, comme je le dis, je ne suis pas un auteur à virgule, j'accepte que les comédiens s'emparent et incarnent des personnages. Et heureusement, c'est le cas aussi sur cette série où les auteurs nous laissent libres, à un moment donné, de respirer nos personnages comme on l'entend. Et je pense que c'est pour ça que ça marche, et c'est pour ça qu'on arrive à les incarner, et c'est pour ça que les gens peuvent se reconnaître en eux, et c'est pour ça que je pense peut-être un petit peu que la série a du succès aussi. C'est-à-dire que sur certains dialogues, par exemple, tu peux être amené à modifier des mots pour les avoir mieux en bouche? Ah, beaucoup. Ah, d'accord. Et je fais ça tous les jours. Non, mais je le dis sincèrement avec beaucoup de transparence, et ils le savent, et elles le savent, et elles me font, et les auteurs nous font la confiance d'accepter ça. Mais pour moi, c'est une condition sine qua non de me sentir à l'aise avec mon personnage. Je ne peux pas tout à coup me mettre à dire des mots que j'emploie jamais dans la vie. Alors quand c'est attention, je précise, quand c'est un personnage de composition sur lequel vous allez partir pendant 3 mois, un film où le personnage est très éloigné de vous, forcément, là je viens de jouer le rôle d'un sauveteur en mer de la SNSM à 7 sur un bateau, forcément c'était un personnage très éloigné de moi, avec un jargon, un vocabulaire, un champ sémantique qui n'est pas le mien, celui de tous les jours. Du coup, j'ai appris en maniant mes drisses, mon bâbord, mon tribord et compagnie, à parler ce jargon-là. Mais là, donc, du coup, c'est moi qui suis allé beaucoup vers lui. Dans une série quotidienne comme la nôtre, où on a un rythme très soutenu,
c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est plus le personnage qui vient à nous que nous qui allons au personnage. Et je pense qu'on a aussi été choisi pour ça. C'est qu'on est très proche de lui malgré tout. Donc c'est un autre travail qui s'opère et donc c'est pour ça qu'avec les auteurs, ça se fait vraiment dans une relation de confiance où tout ce que l'on peut, parce qu'eux-mêmes, ils doivent sortir un épisode par jour à l'écrit. Nous, on en tourne un par jour aussi de notre côté et qu'à un moment donné, il faut qu'on se fasse confiance dans la manière d'upgrader, d'améliorer toujours ce que l'on est en train de faire. Voilà, donc ça se passerait bien de ce côté-là aussi. Il y a une autre manière qu'on a de nous décrire les Bastides, on les appelle les Inglorious Bastides. Ils sont tellement, si tu prends un peu les intrigues qui leur sont arrivées, entre un enlèvement, une mère qui a une histoire avec un mec que se tape sa fille, un mari qui retrouve son histoire de jeunesse mais qui était à l'origine de la mort de sa sœur, une mère qui n'hésite pas à mettre en tôle ou à faire du chantage à son fils pour ne pas qu'il aille avec cette femme. Enfin, disons que c'est quand même, on n'est plus du tout dans le côté cœur d'artichaut genre idéal. Là, je pense qu'ils ont voulu lisser les choses à mort, mais c'est beaucoup plus trash et rock'n'roll que ce qu'ils veulent bien le dire. Voilà. Et nous, quand on reçoit certains textes, des fois, on se dit « Ah ouais, quand même. D'accord, ok, bon, on va jouer ça. On va y aller. » Et c'est vrai que ça repousse les limites, ça remonte un peu le curseur et du coup, on arrive à faire des choses différentes. Et que ce soit, on parlait d'Alice Bastide tout à l'heure, de Maëlle Miéton, elle ne fait pas une Alice bonne bourgeoise à la maison, quoi. Elle fait vraiment une Alice complètement déglinguée. Et ça, c'est ce qui est super intéressant parce que cette famille aurait pu être vraiment un cliché de famille modèle bourgeoise avec un chien, un labrador, une piscine et un 4x4. C'est surtout pas ce qu'on a voulu faire. Et je crois qu'on a réussi, c'est de pouvoir la décaler un peu et la rendre surtout surprenante et imprévisible. Et que ce soit Mélanie Robert, Auguste Yvon aussi qui joue mes enfants, et évidemment Christelle Labaude qui joue Elisabeth Bastide, on est tous sur ce credo-là. On a essayé vraiment de décaler le curseur et de ne pas se mettre au même niveau que ce qui est que des textes qui nous arrivent d'un coup tout de suite, quoi. Voilà. Alors, ça vient de changer. Au début, pendant la première saison, on avait par épisode 3 intrigues, la A, la B et la C. C'est-à-dire que il y avait par exemple les Bastides, les Estrella et la Paillote. Et on suivait 3 intrigues en parallèle. Voilà. On s'est rendu compte, et la production s'est rendu compte que c'était peut-être un peu compliqué pour le public, et du coup, ils ont réduit ça à 2 intrigues, la A et la B. Donc on mène en parallèle 2 intrigues. Souvent, il y en a une dramatique. Là, vous avez une arche qui était assez dramatique sur l'antisémitisme qui a été traitée, et c'est très bien qu'elle ait été... Et bravo à la production et à Thomas de Mathéis de s'être battu pour que cette arche existe. Et à côté de ça, moi, j'avais une arche avec ma famille, où on était beaucoup dans la comédie, sur la charge mentale, où ma femme était absente, et je me trouvais à gérer la maison, les gamins, les rendez-vous, le boulot, et il est complètement dépassé, c'est ce qui passe en ce moment, il est complètement dépassé par tout ce qui peut lui arriver en tant qu'homme pas très à l'aise dès qu'il a plus de choses à faire en même temps. Donc voilà, donc à chaque fois ils équilibrent. Donc il y a une arche, voilà, les arches durent environ 15 jours, enfin 2 semaines, et après elles peuvent se poursuivre évidemment dans le temps. Mais c'est ce qui permet de mettre en parallèle un sujet fort, souvent dramatique, avec un sujet plus léger, et ça nous permet de passer et de voir des épisodes qui sont bien compacts, bien rythmés et intéressants pour tout le monde. Alors, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, au premier abord, moi, j'ai fait le conservatoire, la classe supérieure d'art dramatique en tant que comédien. On m'a jamais donné de choses comiques à jouer. Jamais. Moi, j'ai toujours eu des rôles jeunes premiers, des Molières, des Musset, des Marivaux, des Shakespeare, voilà, des Tchekhov, mais rarement, voire jamais, de textes et de personnages comiques. Pour la première fois, grâce à cette série, j'ai pu jouer quelque chose et prendre beaucoup de plaisir à jouer une situation comique. Et c'est vrai que c'est léger, ça fait du bien. Le début de la série, en plus, était vraiment très, comme je disais tout à l'heure, avec des enjeux forts, des enjeux dramatiques très forts, donc des scènes d'émotion, des situations vraiment impactantes à jouer et à incarner. Là, on est sur quelque chose, sur vraiment de la comédie. Et je le vis vraiment comme ma petite pierre à moi apportée à cette intrigue sur l'antisémitisme. Parce que c'est vrai que j'aurais bien voulu y participer. Et mes partenaires font ça très bien.
Mais voilà, je sais qu'il y a besoin toujours d'une respiration. C'est toujours difficile, qui plus est à la télévision, tous les soirs, d'amener chez les gens un sujet dramatique, historique, et un sujet d'actualité. Donc il faut des petits laps, des soupapes de respiration. Voilà. Donc moi, mon rôle, on va dire, si on mettait ça sur une équipe de footballeurs, il y a les défenseurs, les attaquants. Là, c'est moi qui était au milieu de terrain et qui faisait un peu le lien entre l'attaque et la défense. Pardon ? Numéro 10 Numéro 10, bah, peut-être pas, je ne suis pas assez prétentieux, mais plutôt 6-8, tu vois, le relayeur, le mec qui relaie parce que... Voilà, mais du coup, c'était une façon aussi de participer à cette intrigue-là et de la défendre, et avec aussi un sujet fort qui est la charge mentale et qui est un sujet aussi d'actualité. Voilà. Environ 2 mois, entre 2 mois et 2 mois et demi. Là, on est en train de tourner les épisodes qui vont passer fin août en ce moment. Et on prépare la rentrée de septembre qui va être l'annonce de la saison 2. Donc à partir de la semaine prochaine, on va attaquer les tournages de l'arche de la saison 2. Voilà. Donc tu sais quelle est l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde féminine de football alors? Moi je sais tout. Hein. Ouais, je peux même te donner le numéro du loto si tu veux. Épatant. Non. Mais par contre, c'est assez, c'est très juste ce que tu dis, Karim, c'est que là, par exemple, quand il y a eu la journée pour le SIDAction, les auteurs et la production avaient anticipé la journée du SIDAction où la chaîne s'est mobilisée, France 2, et du coup, sur les décors, certains personnages avaient le petit logo du SIDAction sur lui, et il y a eu quelques dialogues qui ont été faits par rapport à ça. Souvent, pas sur l'actualité en général, mais sur des moments, par exemple à Roland Garros en ce moment, on a tourné il y a 2 mois et demi des scènes chez le cosmétique, je me souviens, où il y avait Henrik qui disait « mais qu'est-ce que tu fais ?» Il disait « non, je regardais Roland Garros, là, mais voilà, j'arrive. » Ou on a fait sur le Tour de France, par exemple. Voilà, il y a c'est des petites blagues, des petites gimmicks comme ça, mais qui sont écrites, vraiment pour rester dans l'actualité de la chaîne. Voilà. Et la vraisemblance aussi, c'est que le 31 décembre, vous passiez aussi un réveillon, certains étaient seuls, et le 14 février également, pour la Saint-Valentin. Voilà, donc là aussi, il y a une cohérence du calendrier et la diffusion. Exactement. Mais il ne faut pas se louper quand même. Nous, quand on tourne, ce matin, on a tourné un épisode, je sais quelle date il va être diffusé. C'est-à-dire que sur le jour à jour de la journée, on sait que le 6 juin correspond au 4 septembre ou 5 septembre, un truc comme ça. Donc voilà, c'est assez précis. Il y a des images du... Oui, pardon. Vu que vous tournez plusieurs séquences par jour, c'est dur de changer d'émotion entre les tournages? Bah ouais, c'est un métier. C'est compliqué. Mais tu as raison, c'est une très bonne question. C'est surtout à ce rythme-là, parce que quelquefois on a 7-8 séquences par jour, donc c'est assez compliqué. Et c'est vrai que de switcher d'émotions comme ça et de pouvoir... tu peux avoir une séquence d'émotions qui est très compliquée à jouer, 1 heure après, tu joues une séquence de chef d'entreprise avec tes employés, puis 1 heure après, une séquence de comédie avec tes enfants. C'est vrai que c'est pas évident. C'est une gymnastique à trouver. On a l'habitude, nous, maintenant, de le faire. Et c'est vrai qu'on a appris ce métier-là aussi de comédien, donc forcément, c'est plus simple. Mais ça nous demande une dextérité et c'est du jonglage, quoi. C'est du jonglage à un moment donné, parce qu'il faut toujours être sincère en plus. Il faut être vrai, il ne faut pas fabriquer les choses, il faut être vrai. Donc voilà, ça demande des petits sas de décompression à chaque fois, quelques minutes pour se remettre dans une autre situation et être vraiment, vraiment totalement impliqué dans cette situation. C'est ça qui est le plus compliqué. C'est de ne pas garder des petits résidus de la scène d'avant ou d'anticiper la scène qui va venir après, c'est d'être toujours dans le moment présent. Et ça, c'est une concentration qu'il faut acquérir et avec le temps, c'est plus simple. Voilà. J'avais une question, mais juste une toute petite seconde pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc là, on le comprend pour vous qui êtes là tout le temps depuis le début, mais pour ceux qui sont là avec vous le temps d'une journée ou de 2 journées, comment se passe l'interaction avec ces personnes qui se doivent d'être dans votre mouvement Tu l'as dit, mais c'est plus compliqué pour eux. Moi, je fais toujours en sorte de les mettre à l'aise, les comédiens qui arrivent pour une scène ou une journée ou 2 jours ou même 2 semaines. On a beaucoup de comédiens qui passent sur cette série. Et c'est vrai que c'est pas évident. Nous, on se connaît tous très bien maintenant. On a nos habitudes, même avec les techniciens et tout, on est très à l'aise. Donc, c'est beaucoup plus simple pour nous. Même quand on a des journées avec 8 séquences, c'est plus simple malgré tout, même si c'est fatigant. Et quelquefois, d'avoir une phrase, j'en parlais avec un comédien il y a quelques jours, d'avoir une phrase dans une scène, c'est plus compliqué que d'avoir 2 pages de texte. Parce qu'il faut la donner au bon moment. On a peur de planter les copains, on a peur de planter la technique, on a peur de planter tout le monde. Donc, on se met une pression énorme.
Et quelquefois, voilà, c'est souvent plus difficile pour ces personnes-là. Donc, on fait en sorte, tous les comédiens récurrents principaux que nous sommes, on fait en sorte vraiment de les mettre à l'aise et qu'ils se sentent tout de suite très très à l'aise sur le plateau. On tourne par arche, voilà, on tourne par 2 semaines de tournage sur 10 épisodes sur 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, on va tourner 10 épisodes qui sont vraiment liés les uns avec les autres, où là on mélange le 266 avec le 270, le 271 avec le 265. Sur 10 épisodes, on ce qu'on appelle les crossbordés, on les crossboard. On les fait se mêler, ces 10 épisodes. Mais pas plus que 10. Sauf s'il y a une séquence qu'on rattrape du 240 qui a été… Voilà. Et là, on la réintègre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, voilà, nous, on sait qu'on va avoir 10 épisodes, 10 fois 26 minutes. Donc, on a 260 minutes de personnages vivants à avoir dans la tête. Donc, on a un parcours de nos personnages sur 260 minutes à avoir dans la tête. Et évidemment, on le travaille en amont. Évidemment, voilà, on se fait chacun à sa manière de travailler. Et il faut surtout respecter ces 10 épisodes-là et savoir… heureusement, on a aussi des coachs sur le plateau qui nous permettent, quelquefois, on dit « mais attends, cette scène, est-ce qu'elle vient avant celle-ci ou après celle-ci ?» Parce que ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de se remettre dedans quelquefois et on ne sait plus. Donc elle lui dit « attention, non, celle-ci, elle vient, tu viens de sortir de chez le dentiste, tu viens de parler à ta femme, tu vas chercher ton gosse. » Donc elle est juste avant. Donc là, du coup, ça nous remet sur les bons rails par rapport à l'émotion que l'on va donner. Voilà. Donc, gymnastique. C'est vrai que ce qui est assez remarquable, c'est la part de tournage en extérieur, et notamment dans des lieux qui sont à la fois reconnaissables et puis des lieux qu'on découvre aussi du territoire. Donc là, voilà, je ne sais pas ce que ça implique pour vous, les tournages en extérieur et les tournages en studio. Quelles sont les difficultés éventuellement, quels sont les apports, quelles sont les limites? Alors, c'est des images… très bien choisi parce que donc, tu as deux images de studio. Ça, donc, c'est le Café des 13 Vents où on est avec Mélanie en train de tourner une scène de dialogue voilà, à table. Ça, c'est l'appartement, je crois que c'est l'appartement de Mo et Henrik, je crois, mais je ne suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça parce que j'y vais jamais. Oui. Ça, c'est la Villa Bastide, donc qui est en extérieur. C'est une vraie villa. Donc, on tourne, vous le voyez, avec la lumière du jour. Donc, ça implique forcément plus de temps. Dès qu'on est en lumière du jour et qu'on ne fabrique pas la lumière comme vous le voyez là en studio, ça prend plus de temps parce qu'on a les aléas des fausses teintes, de la lumière qui change, d'un nuage qui passe. Donc forcément, ça demande plus de patience et de travail à la lumière et au cadre. Et là, vous avez l'équipe 3 avec Chris Nahon, donc, qui est au Steadicam là-haut. Chris qui est réalisateur et qui cadre au Steadicam en même temps. Et cette équipe 3, on va dire que c'est l'équipe un peu rock'n'roll. C'est l'équipe qui permet d'aller dans des décors un peu invraisemblables ou compliqués. La plage, la mer, les bateaux. Avec Chris, on est parti sur mon catamaran, on a fait des images au drone, à la Grande Motte et tout ça. C'est des images un peu risquées. Ce matin, on était à l'aéroport de Montpellier avec Chris, justement, Gary et Mélanie et Bertrand Farge. Donc, où là, tout à coup, il fallait gérer des vrais départs d'avion, des vraies arrivées de passagers, des vrais départs de passagers pendant que l'on tournait notre séquence. Donc oui, c'est plus compliqué. En studio, on maîtrise. Il n'y a que nous. Donc c'est plus simple et c'est là où on peut faire plus de séquences. On peut faire 7 à 8 séquences dans la journée. En équipe 2, c'est-à-dire par exemple une Villa Bastide, on peut faire 4-5 séquences dans la journée. En équipe 3, avec des trucs plus compliqués, peut-être qu'on en fait 3-4. Voilà. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que quand on est à l'intérieur, donc là dans cet appartement-là, il y a vue sur mer. Quand on est dedans, on est aussi dehors. Et ça, je veux bien, si tu en regardant, commenter cette courte vidéo qui nous explique rapidement, alors sans commentaire, mais avec les images, comment effectivement en étant dans les studios, on a cette impression d'être tout le temps dehors, en ayant à la fois des plans de la ville, mais aussi des plans de bord de mer. Voilà. Donc c'est une vidéo qui a été faite par les personnes par la société, les Tontons Truqueurs. Les Tontons Truqueurs. Qui explique tout très bien en voyant le combo et le fond vert derrière. Voilà, et qui s'occupe donc de toute la post-production fond vert. Ces fameux fonds verts, ce sont des grands papiers verts que l'on met derrière toutes les découvertes de fenêtres pour jouer l'extérieur. Vous connaissez le principe? Certains connaissent, j'imagine un petit peu. Ouais. Exactement, c'est de l'incruste, très très bien faite maintenant. Et il y a des points de tracking. Vous avez les sticles de tracking par rapport à la caméra et qui, avec un logiciel,
peut traquer chaque point et donc du coup on peut réintégrer l'image de l'extérieur dans le fond vert. Et évidemment une image mobile, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des voitures qui passent, des vagues qui bougent, des bateaux derrière. Et qui bouge en même temps que les personnages. Aussi, le rapport au décor à l'extérieur bouge en même voilà, temps. vous les voyez en direct, c'est-à-dire qu'ils travaillent vraiment en direct. On est en train de tourner la scène et en direct, ils balancent derrière sur le fond vert le décor qu'il y a. C'est-à-dire qu'une fois, on a fait une scène, c'était génial, au zoo, en studio, avec Alice, avec Maëlle. Et il y avait donc des fonds verts comme ça derrière dans le zoo, et il y avait des écrans. Et pendant qu'on parlait, ils nous balançaient des lions et des girafes qui passaient derrière. Donc ça, c'était assez génial pour nous. Traverser l'écran. Ça traversait comme ça, et donc on rigolait beaucoup. Mais puisqu'ils le font en direct, c'est super bien. Voilà, là, vous voyez derrière, dans l'appartement de la coloc, des immeubles, des appartements en face, alors qu'on a simplement un fond vert. Alors, pendant un moment, ça a été une donnée confidentielle, celle-ci. Bah, Aujourd'hui, c'est devenu un outil de communication. Aujourd'hui, beaucoup de gens copient déjà, et tant mieux. Mais c'est vrai que c'était un challenge de pouvoir réussir à faire ça, parce que souvent, tout ce qui est tourné en studio peut vite faire un peu cheap si jamais c'est mal fait. On a la chance que l'équipe déco ait fait un travail hallucinant et que cette équipe de post-production de truqueurs justement arrive à faire ça. Et c'était une des données pour la production de pouvoir réussir ce challenge-là aussi et que ça permettait justement de donner une véracité à cette série dès le départ. Je n'ai pas assisté aux autres interventions, mais peut-être certains vous en ont parlé de cet aspect-là, j'imagine. Hein. Bah, j'imagine que Bruno Romiguière, le chef opérateur, a dû en parler beaucoup, puisque c'est vraiment son domaine de prédilection. Il y a des sujets sur moi qui me révoltent. Et c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses dernièrement, justement dans les lycées aussi et dans les écoles, sur la violence faite aux femmes, le viol, les abus sexuels sur les enfants. Et j'avais envie, parce que je m'occupe aussi d'une école internationale de direction d'acteurs en anglais, la FONACT à Fontainebleau, j'avais envie de pouvoir justement apporter ma pierre à l'édifice de façon tout à fait modeste et avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire de faire des films courts, mais assez chocs, sur ce sujet-là. Donc j'ai réalisé 2 films tirés d'histoires vraies, les deux, sur une jeune femme africaine qui a été violée dans un... J'ai lu cette anecdote qui m'a fait froid dans le dos, qui a été violée dans un char en Afrique par des soldats. Et j'ai décidé d'en faire un film court, voilà, avec cette comédienne que peut-être, pour ceux qui ont vu La Vie Pure, que vous pouvez reconnaître, elle s'appelle Sterella Abakamofu, elle joue dans La Vie Pure et elle joue l'un des rôles principaux. Elle joue une bouchininguée, voilà. Et Close Up, c'est pareil, mais là, Close Up, j'ai voulu parler du viol malheureusement, ce que l'on appelle de proximité, c'est-à-dire le viol établi et fait par des gens que l'on connaît déjà. Et quelquefois, on a l'impression de connaître un cousin, un parent, un oncle, une tante, un copain, le copain d'un copain. Et ce genre de choses et de catastrophes horribles peuvent aussi arriver par ce genre de personnes très proches. Donc voilà, j'ai voulu mettre l'accent là-dessus. Et c'est pas forcément, ça n'arrive pas forcément que par des personnes lointaines, inconnues. Ça peut aussi arriver par des personnes que l'on connaît déjà. Donc j'en ai fait 2. Et pour finir, je viens de terminer le 3e la semaine dernière, que j'ai tourné en anglais cette fois, qui s'appelle Happy New Year, qui traite aussi de la violence et du viol, et aussi sur un sujet qui est aussi tabou, sur les personnes handicapées. Okay. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Donc je me trouve en forêt guyanaise où je réalise un dernier court-métrage là-bas. Et j'ai un jeune comédien, Stani Copet, qui est sur le plateau et qui a un tout petit rôle. Et j'ai 10 jours de tournage et tous les jours, il tourne le premier jour avec moi et tous les jours, comme je vois son sérieux, son enthousiasme, sa rigueur dans son travail, sa soif d'apprendre, sa curiosité, plein de belles qualités, je dis à Stani, reviens demain. Et chaque soir, il revient le lendemain. Et son rôle, je lui donne un rôle de plus en plus important, de plus en plus gros en fait. Et ce film qui était écrit sur une certaine histoire devient un film autour de lui, ce court-métrage. Il faut faire confiance à ce qui se passe aussi sur un plateau, et quand je dis qu'il y a 3 écritures, c'est vraiment vrai. Et du coup, Stani revient, on devient amis, et son papa, donc Stani est d'origine guyanaise, et son papa, Bernard, un soir, à la fin du tournage, me dit « Écoute Jérémy,
c'est super ce que tu as fait pour mon fils, tu l'as vu, tu as su le voir, tu as su voir son potentiel alors que ce n'est pas un acteur connu, c'était un jeune comédien qui démarrait presque. Et il m'a offert un livre, il m'a offert Aventure en Guyane de Raymond Mauffret. Il me dit, tu m'as l'air d'être assez taré pour pouvoir en faire un film un jour. Et il ne s'était pas trompé. Et du coup, je suis rentré à Paris avec ma société de production Cantina Studio, Olivier et Fabien, mes associés, on s'est mis en quête de pouvoir obtenir les droits de ce livre chez Julliard. On les a convaincus alors qu'il y avait déjà 2 autres longs métrages qui étaient écrits et qui demandaient à avoir les droits et les acheter. Et on a réussi, j'ai pris un billet de TGV, je suis allé à Rennes et j'ai convaincu l'ayant droit de nous les donner à nous. Voilà, Geoffroy Crunel, que je remercie encore. Et du coup, l'aventure est partie comme ça. Et puis Stani faisait partie pour moi de cette aventure, puisque cette belle histoire est arrivée par son papa. Et j'ai dit à Stani, écoute, tu vas jouer le rôle de Raymond Mauffret et on va faire ce film ensemble. Et on l'a même écrit ensemble. Voilà, donc le tout départ, le point de départ part de Forêt, part de Guyane, pour revenir à la Guyane. Un film réussi pour moi, c'est quand on arrive à prendre la main du spectateur dans les 5 premières minutes et de lui dire « je vais te raconter un truc, tu vas voir, c'est pas mal, reste assis ». Et c'est pas toujours le cas et c'est toujours difficile. Et c'est pour ça que, vous le voyez dans la bande-annonce déjà, mais j'ai essayé justement dans les 5 premières minutes du film d'attraper le spectateur pour pouvoir justement lui donner envie d'écouter cette histoire. Et c'est une histoire assez classique en elle-même. Je voulais une réalisation assez classique au départ pour que justement petit à petit elle dérive comme le film dérive et comme le personnage dérive. Et d'aller d'une narration très classique avec des travelling, des plans larges, des choses assez académiques pour finir, comme vous le voyez avec certains plans, on dirait presque un jeu vidéo où la caméra est complètement harnachée au comédien et quand il tourne, la caméra tourne avec lui comme dans un jeu vidéo. Voilà, et en pleine forêt, dans sa perdition. C'était un réel souhait de ma part et un pari aussi. Mais pour moi, c'était voilà, la manière de prendre par la main le spectateur et de lui dire « reste avec moi, je vais te raconter quelque chose ». Quelqu'un qui est allé au bout de son rêve, à quel prix, mais qui a touché du doigt en tout cas la vie pure et son rêve. Formation, classe supérieure d'art dramatique de la ville de Paris, donc c'est une école d'État comme la Rue Blanche et le Conservatoire national, avec un cursus de 3 ans. J'ai travaillé très rapidement au théâtre, on m'a proposé pas mal de rôles à jouer, donc du coup je n'ai pas fait les 3 ans, j'ai fait qu'1 an. Mais j'ai rencontré une personne extraordinaire qui s'appelle Jean-Pierre Martineau, qui était mon professeur, qui est devenu mon ami, qui a aujourd'hui 89 ans, qui a été le professeur de Juliette Binoche aussi et de plein d'autres. Et du coup, j'ai pu continuer mon apprentissage avec lui en cours presque, on va dire, particulier. Parce que pendant que je travaillais, le soir, dès que je pouvais, dès que j'arrêtais un tournage ou une pièce, je reprenais le cours et sa méthode et son enseignement pour pouvoir aller au bout justement de son enseignement et des 3 ans. En accéléré, j'ai pu le faire après en cours particulier avec lui. Voilà. Okay. Et on a fêté ses 89 ans la semaine dernière. Et voilà, c'est toujours un de mes meilleurs amis. Et tu as eu des cours d'escrime ? Oui, avec la SUP, bien sûr, on a des cours d'escrime, on a des cours de chant, des cours de danse, on a des cours d'équitation, on a tout ça. On n'est pas encore au niveau des anglo-saxons où pour eux, à 20 ans, ils savent faire des claquettes, chanter, danser, jouer. Et c'est ce que maintenant j'arrive à faire dans l'école où j'enseigne le cinéma à la Phonact, où justement les gamins, on a vu le spectacle la semaine dernière de fin d'année, où ils chantent, ils dansent, ils font des claquettes et ils jouent. C'est assez hallucinant, et en anglais en plus, donc ça c'est super. Mais disons qu'à mon époque, il y a quelques années, on n'avait pas encore tout ça, c'était le début, c'était les prémices. Mais oui, on apprend l'escrime aussi, et j'ai eu la chance de faire un spectacle au théâtre Andrea del Sarto, où je jouais un jeune peintre, Cordiani, en Italie, justement à Florence. Et du coup, on a eu la chance de travailler pendant 1 mois avec Michel Carliez, qui est le plus grand, il y avait Claude son père avant et maintenant Michel, qui est le plus grand professeur d'escrime et de régleur au cinéma de combat d'escrime. Et c'est lui notamment qui a fait Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears avec Keanu Reeves et John Malkovich. C'est lui qui avait réglé ce combat-là. Donc j'ai pu travailler longtemps avec lui et ça m'a permis d'acquérir des bases dont je me sers encore. Tu as cité Jean-Pierre Martineau, mais je crois que tu as suivi, mais c'est ce qu'on lit parfois sur Internet, alors est-ce que c'est vrai ou pas, des cours de Tila Shelton aussi et Didier Sandre ? Oui, c'était mes professeurs à la classe supérieure. Voilà. Tila Shelton ici. Grande comédienne, Tila Shelton, Didier Sandre aussi.
Qui est aujourd'hui à la Comédie Française. Tout à fait. Après. Et Jean-Pierre Martineau. Oh, allez, il était jeune là-dessus. 1965, un passage, une émission télé où il parle d'une mise en scène d'une pièce de Molière qu'il venait de faire. Et puis effectivement, en fouillant sur ton Facebook, on trouve voilà, ça c'était la cette semaine jolie dernière, photo. il y a 2 semaines, ouais, voilà. Je l'appelle maestro. C'est un vrai maestro. Il a été l'assistant de René Clément de Visconti. Il a fait des dizaines de mises en scène au théâtre. Il a été aussi en même temps danseur à l'Opéra de Paris. Et ça lui donne justement un rapport au corps. Et moi, j'ai fait 20 ans de boxe anglaise. Donc le rapport au corps, c'était quelque chose de très important. Et ce petit monsieur, quand je suis arrivé à son cours, il arrivait, il me disait alors le boxeur, comment ça va? Et lui était tout en délicatesse et tout ça en finesse, mais il avait la rigueur du travail du corps. Et ça, c'était très important. Et c'est là-dessus qu'on s'est vraiment retrouvés et qu'on a pu devenir, que j'ai pu déjà suivre tout son cursus et qu'on a pu devenir amis justement par rapport à ça. Daniel est décédé quelques mois après la fin du tournage de La Vie pure. 9 octobre 2013. On est rentré en mars, 6 mois après, il est décédé. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, c'est quelqu'un qui m'a dit oui, je m'en souviendrai toujours. J'ai dû lui envoyer le scénario le 23 ou le 22 décembre. Et le jour de Noël, le 24 décembre, il m'a rappelé en me disant « Jérémy, je fais ton film, je ne te connais pas, mais j'ai lu et je vais le faire. » Voilà. Et c'était quelqu'un comme ça, Daniel, de parole, quelqu'un de caractère, avec un gros caractère. Et je me souviens toujours où il y avait des copains réalisateurs qui me disaient « Mais tu vas tourner avec Daniel Duval, t'es complètement dingue. Il va te pourrir ton film. Il est fou. » Et il a un gros caractère. Je dis, mais vous savez quoi? Je dis, dans la vie, il faut s'entourer de gens qui ont du caractère. Moi, c'est mon premier film. Je prends un grand chef opérateur qui vient des États-Unis, qui a fait plein de films, Rudy Arbon. Un grand chef d'écho qui s'appelle Pierre-François Limboche, qui est belge, qui a déjà eu plusieurs Césars. Et je prends des grands acteurs, Aurélien Recoin, Daniel Duval, parce que ce sont des Ferrari, quoi. J'ai envie de travailler avec des Ferrari, j'ai pas envie de travailler avec des 2 chevaux. À quoi ça va servir? Donc, et je sais que leur valeur ajoutée, leur talent ajouté allait apporter au film. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils ont été tous, parce qu'humainement, ce sont des gens bien, d'une extrême qualité, de bons conseils. Et on a toujours eu un rapport d'égal à égal. C'est ça qui est beau avec les personnes de qualité et les grands professionnels. C'est qu'ils vous considèrent tout de suite d'égal à égal. Voilà. Pour moi, le théâtre, il y a cette notion de troupe. Et le régisseur, l'accessoiriste, la maquilleuse, les comédiens, on est tous à la même enseigne. C'est-à-dire que sans l'un, on ne peut pas faire. On ne peut pas jouer tous les soirs au théâtre ou on ne peut pas tourner un film. Et moi, j'ai toujours eu cette fonction et cette approche des choses, c'est que il faut avoir cette notion de partage et d'envie de partager les choses pour faire ce métier aussi. Sinon, on fait du one-man show, mais même quand on fait du one-man show, on a quelqu'un qui vous éclaire. Oui. Donc, même quand on est un grand mec de one-man show, si personne vous éclaire, vous êtes personne, parce qu'on ne vous voit pas. Et la lumière, ça fait tout. Donc, je pense que quand on a bien compris ça, on voit les choses différemment. Et c'est vrai que le théâtre, déjà, il y a des grands rôles. Déjà, au théâtre, quand vous jouez Tchekhov, quand vous jouez Musset, quand vous jouez Marivaux, quand vous jouez Dostoïevski, il y a des grands rôles par lesquels il faut passer. Et quand vous êtes passé par ces grands rôles-là, forcément, vous arrivez sur un plateau de tournage, vous vous sentez un peu plus en confiance par rapport à votre instrument. Vous le maîtrisez un peu mieux. Et du coup, ça permet aussi de se sentir plus libre parce que cette confiance en soi vous permet d'essayer des choses, vous permet de ne pas jouer serré, comme on dit, de ne pas avoir peur. Voilà. Donc moi, oui, le théâtre m'a permis tout ça. Je suis ravi d'y retourner régulièrement. Voyage pour Enoch, 2009. Ma dernière pièce, voilà, il y a 10 ans presque. Il y a 10 ans. Donc j'ai hâte d'y retourner. Avec mon épouse, avec ma femme. Marie. Ce qu'on comprend aussi en allant sur votre page Facebook. Ah oui, vous travaillez pour quel journal, monsieur? On est correspondant. On a travaillé ensemble, tous ensemble, Karim sur Imma, qu'on a tourné en partie aussi en Corse en 2011, qui était donc le premier film de Rachid El Wali, cet ami qui est un grand comédien marocain, qui est une star au Maroc, et qui a réalisé son premier long, qui en a fait un autre depuis et qui va faire son 3e film qui devrait donc tourner dans la région de Sète, justement, peut-être très bientôt et que je vais coproduire. On espère. Dans lequel tu joues également, et là aussi c'est... Tout à fait, je joue un mari corse très jaloux.
Voilà. Et justement, et avec Rachid, qui est l'un de mes meilleurs amis, c'était très difficile de jouer cette scène de bagarre où on s'est battus tous les deux sur le port de Bastia. C'était assez compliqué à faire parce qu'on est très potes, très amis, et du coup, c'était voilà. Aujourd'hui, on en rigole. Pour moi, c'est un tout, c'est-à-dire que le scénariste sert le réalisateur sert le comédien sert le producteur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout est lié pour moi. C'est-à-dire que je fais ce métier, je ne me considère pas comme un acteur ou comme un réalisateur ou comme un scénariste. Je me considère, disons que le rôle que je pense avoir, c'est d'être un lanceur d'alerte, un messager. En anglais, il y a un terme on dit go-between. Go-between, c'est aller entre. Le terme français n'existe pas malheureusement, et je trouve que ce côté du messager de aller entre, c'est le passeur. Et moi, je me vois plutôt comme un passeur. Je peux être un passeur dans un si grand soleil en voulant divertir et en divertissant les gens tous les soirs avec beaucoup de plaisir. Je suis un passeur en racontant l'histoire de Raymond Maufray, ce dernier grand aventurier explorateur en 1950 qui disparaît, qui va au bout de lui-même et qui est prêt pour aller au bout de ses rêves, aller au bout de lui-même. Je suis un passeur quand je fais des films malheureusement sur les abus sexuels et le viol. Et quand j'écris un film, mon prochain, sur les camps de concentration, pour ne pas que les 18-25 ans, c'est pas vous dont je parle évidemment, mais on a vu qu'il y avait 21% des 18-25 ans qui pensaient que la Shoah n'avait pas existé. Je pense que c'est mon rôle, quand on a un petit peu de notoriété, un petit peu de célébrité entre guillemets, même si j'aime pas le mot, mais en tout cas qu'on peut être un petit peu écouté, c'est un peu mon rôle aussi de faire en sorte d'être quelqu'un pour faire des liens. Voilà. Et moi, le but que j'ai, voilà, je me vois surtout comme quelqu'un qui fait du lien. Voilà, c'est tout. Après, peu importe le média, peu importe le métier. Ça peut être en écrivant, en jouant, en produisant, en réalisant. L'important, c'est de le faire. Autre question, éventuellement? Des points qu'on n'aurait pas abordés. Il nous reste 5 minutes. Après, ce sera trop tard. Oui. Monsieur. On est logé, oui, on est logé par la production. Chacun est on est tous un peu disséminés un peu partout, mais voilà, c'est pas nous qui nous en occupons. Après, il y a des comédiens qui sont de la région d'ici, donc évidemment, ils vivent chez eux. Mais les Parisiens comme moi, ou il y en a qui sont de Toulouse, il y en a qui sont d'ailleurs, oui, on a des logements fournis par la production. Oui, pardon. On a un temps de présence qui est Hebdomadaire, c'est sûr. Alors, quelquefois, c'est du dimanche soir au vendredi soir. Quelquefois, on arrive le lundi soir. Quelquefois, on arrive le mardi soir. Quelquefois, on repart le jeudi. Ça dépend, mais c'est hebdomadaire en tout cas. C'est au moins 3 jours par semaine. Voilà, au moins. Est-ce que votre famille vous accompagne Ma mère me suit partout. Non. Ma compagne, tu veux dire d'une manière à être soutenue? Tu veux dire être soutenue dans ce que je fais ou dans… Ah, tu veux dire mes enfants, ma femme, est-ce qu'ils viennent? Alors, ma femme joue aussi dans la série, donc ça c'est assez pratique au niveau logistique pour nous. Nos enfants, nous on vit en région parisienne, donc pour l'instant on est toujours en région parisienne, parce que nos emplois du temps nous permettaient de continuer à faire comme ça. On ne tourne jamais ensemble, donc ça nous permet ça. Mais si ça évoluait, forcément, il va falloir qu'on repense les choses. Vous avez parlé tout à l'heure de vacances. Par rapport à ce tournage, ça vous donne combien de temps à peu près de libre pour faire d'autres choses ou éventuellement d'autres productions? Alors, très peu de temps. Là, par chance, j'ai réussi, parce qu'ils se sont adaptés à mon emploi du temps, à pouvoir tourner un très beau court-métrage sur la SNSM réalisé par Gérard Corporon, qui est un réalisateur qui vit à Sète, qui connaît très bien les bénévoles en mer, et c'était un sujet noble, encore une fois, que j'avais envie de défendre. Donc du coup, on s'est arrangé pour que je puisse le faire. Il est trop fort. Et voilà, Cheyenne. Et puis ça montre aussi mon implication dans la région. J'avais aussi envie de travailler avec des gens d'ici, pas que des Parisiens qui descendent, mais aussi des gens d'ici. Et Gérard, j'avais déjà vu ses 2 premiers films, Le Dernier Trait, qui était très réussi sur aussi le monde maritime et sur des migrants. Et je trouve qu'il avait fait un très beau film. Et quand il m'a proposé ce rôle-là, j'ai dit oui tout de suite. Voilà. Après, ça me laisse peu de temps pour faire d'autres choses. Heureusement, je suis en train d'écrire mon 2e long métrage
un homme du XXe siècle, voilà, qui traite d'une histoire personnelle, de famille, de mon arrière-grand-père, justement. Et là, je mets à l'honneur la Vendée, cette fois, du côté de ma mère. Donc, j'ai encore le temps de le faire, parce que ça, c'est de l'écriture, même si les journées sont trop courtes. Et puis après, voilà, après, on s'arrangera si vraiment il y a un très beau projet qui tombe. On en parlera ensemble avec la production. Mais moi, le but, oui, je suis très heureux d'être dans cette série, c'est que ça continue, qu'on continue à travailler ensemble. Mais de temps en temps, on a besoin de respirer un peu en allant voir ailleurs pour revenir encore plus fort et encore, voilà, parce qu'il faut faire des allers-retours pour pouvoir être heureux là où on est. Et surtout pour amener un nouveau souffle à chaque fois. Voilà. 15h44, on peut terminer. Il reste 1 minute. Le temps de t'applaudir et te remercier. Merci Karim, merci à vous.